Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre émission quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors s'ils sont des milliers d'élèves à parler breton à l'école, de nombreux adultes apprennent aussi la langue bretonne lors de cours du soir ou de stages intensifs. Dans quel but? C'est ce que nous verrons avec nos invités aujourd'hui. Philippe Jacques, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur de l'Office public de la langue bretonne à Carré. Et à vos côtés, Claudie Malnoé, bonjour. Bonjour. Et vous êtes la directrice de Stumdi, un organisme de formation de breton pour adultes. Alors jusqu'au 5 avril, c'est la semaine du breton. Est-ce qu'on peut apprendre facilement le breton à tout âge? À tout âge, oui. En 6 mois, en 9 mois, il y a des formules adaptées à tout public, en fait. Pour vous deux, le breton, ça a été acquis très jeune ou plus tard? À partir de 16 ans. Ouais. À 25 ans, grâce au cours du soir. Voilà. Tout est possible donc. En plateau également Ludovic Jean. Bonjour Ludovic. Bonjour Pauline. Comme chaque lundi, vous venez nous faire un petit débrief du sport du week-end. Oui, en ce lendemain d'élection, il y en a un qui a rallié tous les suffrages en Bretagne ce week-end. Il s'agit du coureur brestois Franck Beaudamour, qui s'est imposé sur le Grand Prix cycliste Gilbert Bousquet samedi après-midi. On reviendra en détail sur cette victoire et puis on parlera également handball et basket. Ce sera tout à l'heure dans l'instant sport. Et à vos côtés, Olivier Clèche. Bonjour. Bonsoir Pauline. Alors on démarre ensemble pour un point sur les élections départementales. Et au lendemain du second tour des élections départementales, le Finistère reste à gauche et fait quasiment exception en France et dans le Grand Ouest finalement. Oui, tout à fait. Le Finistère, c'était une péninsule. Là, ça ressemble presque à une île rose tout à l'ouest. Et quand on regarde la carte de France, on voit que c'est un peu isolé. Effectivement, une exception finistérienne. Oui, alors, il y a plusieurs cantons dont on va parler. Le canton de Landivisiau. Oui, Landivisiau, par exemple, où c'est le binôme sans étiquette emmené par Jean-Marc Puchois qui a, raflé ce deuxième tour avec un score assez impressionnant de plus de 63%. D'autres cantons qui étaient un peu incertains ont fait la différence, comme Concarneau, par exemple, où c'était assez indécis, et c'est aussi le tandem François et Ziegler qui a été élu. Pour le moment en tout cas, parce qu'il paraît qu'il y a une plainte qui serait en cours déposée par les perdants pour la diffusion d'un tract diffamatoire en fin de semaine dernière. On verra quelle sera la suite de cette affaire. Beaucoup de cantons en fait qui étaient assez indécis. À Morlaix, c'était l'ancien canton de Morlaix était tenu par Pierre Mardec. Il est revenu à gauche donc avec le binôme Jean-Paul Vermeau et Solange Crégnoux avec près de 55% des voix. Donc voilà, un certain nombre de Carré, c'est le binôme Corinne Nicole, Christian Troadec, qui a été très largement élu, plus de 66% des voix, presque 67%. Il ne se retrouve pas en arbitre, mais quand même, il va avoir un rôle un petit peu central dans une assemblée où on est à 2 cantons de différence entre la gauche et la droite. 14 à 12. 14 à 11 pour la droite et 2 cantons pour les 27 cantons, sur les 27 cantons, 2 cantons donc qui sont, on va dire, non alignés, celui donc de Carré et celui de Landivisiau. Alors entre les deux tours de ces élections départementales, Olivier, le report de voix n'a pas vraiment servi à la droite dans le Finistère? Pas vraiment, non. La droite, en fait, n'avait guère que les voix du Front National comme réserve de voix entre les deux tours. Et ce report-là a fonctionné plutôt bien. À peu près 70 à 75% des voix du Front National se sont effectivement reportées sur les candidats de la droite et du centre. En revanche, ils n'ont pas réussi à mobiliser les abstentionnistes. On a un taux d'abstention au deuxième tour qui est légèrement supérieur à celui du premier tour. Et c'est sans doute là que l'on trouve l'explication de la défaite de la droite, qui nourrissait quelques espoirs quand même pour le Finistère, même si en nombre de voix, en valeur absolue, la droite, elle centre finalement un volume de voix un peu supérieur à la gauche sur l'ensemble du département. Alors Bernadette Malgorn, par exemple, candidate malheureuse. Échec notable, Bernadette Malgorn qui était la chef de file, pas autoproclamée, mais quand même qui s'était imposée, on va dire, pour la droite et le centre, et qui était candidate dans le canton brestois de Brest 2, n'a pas réussi à remporter ce canton, et elle ne sera donc pas la chef de file de l'opposition départementale. Alors elle était sur le plateau de TBO ce dimanche soir, on l'écoute. Je n'ai pas battu les sortants, oui, c'est un fait. Mais honnêtement, ce n'était pas moi la sortante. Je dois dire que je n'ai pas beaucoup de concurrence pour travailler sur le terrain brestois
à la reconquête réelle par la droite et le centre. C'est ça qui compte, ce ne sont pas les postures, ce ne sont pas les déclarations, c'est le travail réel qui est fait au service des Brestoises et des Brestois. Au municipal, je n'ai pas gagné, j'ai établi certaines positions, je consolide ces positions au départemental et je continuerai à me battre sur le terrain brestois à l'occasion de toutes les échéances qui le rendront nécessaire, avec des équipes réunies, des équipes consolidées, même si elles n'ont pas réuni tout le monde, mais la porte reste ouverte. Donc voilà, on retrouve une Bernadette Malgorn combative qui a perdu une bataille mais pas la guerre. Il n'en reste pas moins que sa position est quand même sensiblement affaiblie dans le paysage politique de l'Ouest, notamment en prévision des prochaines élections régionales, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Alors à la suite de cette défaite, la droite finistérienne se réorganise du coup. Alors ça entraîne une certaine réorganisation, effectivement, une certaine redistribution des cartes. On ne va pas dire qu'une star est née, mais tout de même dans le canton de Saint-Paul-de-Léon, le binôme emmené par Maëlle de Calan avec Aline Chevauché a été élu sur un score très confortable de près de 60% des voix. Et on voit émerger là le visage d'un jeune leader d'à peu près 35 ans, Maëlle de Calan, qui est membre du bureau national de l'UMP, dont on a vu, et on va l'entendre hier sur notre plateau, la fougue et l'énergie, et dont on sait aujourd'hui, depuis cet après-midi, qu'il va être le président du groupe de l'Alliance de la droite et du centre. Il a été élu à l'unanimité par son groupe donc, pour porter la voix de l'opposition dans la future assemblée départementale. Alors Maëlle de Calan qui était ce dimanche soir sur le plateau de TBO, on l'écoute. Élise Arabesol sera vraisemblablement la prochaine présidente du conseil départemental. Je l'en félicite. Elle le sera. Je l'en félicite. Je voudrais dire également qu'elle incarne une nouvelle génération, à laquelle j'appartiens également, que ça nous change de la vieille gauche archaïque et sectaire, également représentée sur ce plateau, qui fait campagne avec de vieilles ficelles. Vous ne diviserez pas, monsieur le Je ne cherche pas à vous diviser, je cherche à vous livrer le fond de ma pensée, à savoir le fait qu'on sera une opposition, je pense, qui sera très, très vigoureuse, qui sera constructive quand elle méritera de l'être, mais qui ne se laissera plus marcher sur les pieds par de vieux barons de la gauche finistérienne, et ce d'autant moins que, je le répète, vous avez une majorité, et cette majorité, elle est claire, et nous la respecterons, mais cette majorité, elle est conquise dans beaucoup de cantons, et notamment dans le vôtre, à quelques centaines, voire à quelques dizaines de voix près. Alors à gauche, en revanche, c'est le soulagement. Olivier, la présidente du Conseil général devrait donc revenir à Nathalie Sarrabezold. Voilà, tout à fait. Ça devait être une femme. C'était la volonté du président sortant, Pierre Maille. Effectivement, Nathalie Sarrabezold, avec Stéphane Perron, a été élue dans le canton de Plougastel, de Relec, Guy Pava. D'une courte tête. Enfin bon, elle a la majorité, mais quand même pas une élection extrêmement large. Mais c'est le cas de la gauche en Finistère d'une manière générale. Donc Nathalie Sarrabezold, c'est quelqu'un qui s'inscrit, je dirais, un petit peu dans les pas de Pierre Maille. C'est pas une personnalité extrêmement bruyante. C'est quelqu'un de très posé, qui ne fait pas énormément de bruit. L'avenir nous dira si la fonction, parfois, prenant la mesure de la fonction, elle portera haut et fort la voix de la Pointe de Bretagne, qu'on a toujours bien besoin. Donc Nathalie Sarrabezold, elle aussi, était sur le plateau de TBO ce dimanche soir. On l'écoute. Nous partons, nous l'avons déjà explicitement dit dans la campagne, sur un bilan et sur des actions qui sont déjà en cours. Donc nous avons déjà un schéma en cours pour les personnes âgées. Nous avons un certain nombre de discussions dans le moment avec nos partenaires et nous allons bientôt, bien entendu, continuer cela, nous réorganiser un peu aussi pour voir comment nous allons pouvoir continuer à avancer collectivement. Et puis il y a des préoccupations du moment qu'il faut que nous ayons à l'esprit, puisque même si la campagne a été menée au cours de cette campagne, au cours de ces derniers mois, pour dire que la situation était catastrophique partout, je ne le pense pas. Et je pense qu'il y a des gens en revanche qui sont en vraie difficulté. Donc il faut à la fois que nous nous occupions des difficultés du moment et de nous projeter dans les chantiers à venir. Voilà Nathalie Sarrabezold qui sera aussi l'invitée de Julie Sicot dans Tant pis si ça pince ce vendredi. Olivier, un mot sur les résultats de ces élections départementales chez nos voisins bretons. Alors chez les voisins, rien n'a trop bougé en Ille-et-Vilaine, donc avec 16 à 11, la gauche conserve ce département. Dans le Morbihan, c'est aussi une confirmation et une forte confirmation pour la droite avec un score de 17 cantons à 4. Donc François Goulard est assuré de retrouver son siège de président. En Loire-Atlantique, Philippe Grosvalet devrait lui aussi pouvoir se succéder à lui-même à la présidence de l'Assemblée départementale qui reste à gauche. En revanche, le choc et le gros choc à l'échelle nationale y compris, c'est bien sûr le basculement des Côtes-d'Armor qui, après 39 ans à gauche, sont passés à droite cette fois-ci. Alors à ce propos,
justement des Côtes-d'Armor. Anne Burlot a récolté les réactions à Saint-Brieuc ce dimanche soir. Regardez. C'est un véritable tremblement de terre qui s'est produit. Le département des Côtes-d'Armor vient de basculer à droite. Dans les Côtes-d'Armor, c'est la révolution. Après 39 ans de règne, eh bien, la gauche est battue. Et très nettement, puisqu'elle perd dans 17 cantons. Et l'on ne conserve que 10 cantons. Dans des bastions comme Mur de Bretagne, Guingamp, Ploie, ce qui n'était moins le cas, la défaite est sans appel. En revanche, dans quelques cantons, ça s'est joué à quelques voix, ainsi à Plérin où Alain Cadec, qui sera sans doute le futur président du Conseil général, ne l'emporte devant l'ancien sénateur Quadraon que de 50 voix. Ouais, on a gagné. L'Union du centre et de la droite républicaine a réussi à se rassembler derrière l'eurodéputé Alain Cadec. On nous disait qu'on n'avait pas de bilan, qu'on n'avait pas de projet et qu'on n'avait pas de leader. Alors évidemment, on n'avait pas de bilan, c'est sûr. Évidemment, puisque ça fait 39 ans qu'on n'est pas aux affaires. Un projet, on en avait un vrai. Sortir de ce département dans le marasme dans lequel il est. Puis un leader, pardonnez-moi l'expression en toute modestie, l'Union du centre et de la droite républicaine, elle en avait un leader. Vincent Lemot, le jeune leader du PS, reconnaît sa défaite. Et je vis effectivement une certaine amertume et une déception sur l'ensemble du département puisque la victoire, elle est là pour la droite départementale. Maintenant, à eux de montrer ou pas s'ils sont capables de gérer le département des Côtes-d'Armor. Une déroute électorale assez inattendue, liée à une conjonction de plusieurs facteurs. Je pense que d'abord, il y a le contexte national, incontestablement, qui a dû peser dans ces élections dans le département des Côtes-d'Armor. Il y a très sûrement le fait que nous n'ayons pas eu totalement réussi autour de Vincent Lemot, avec mon soutien, le rassemblement de tous les partis de gauche. J'observe aussi que dans le report de voix de certains candidats de gauche qui étaient présents au premier tour, comme à Paimpol, il y a eu un mauvais report des voix de gauche sur notre candidat Éric Botrel. Une génération s'en va, celle des Bretons, celle des Mailles, celle à laquelle appartient également M. Le Drian, et une génération qui n'a pas su préparer la suite visiblement et qui de ce fait est sanctionnée de manière nette. L'issue de ce scrutin donne beaucoup d'espoir à Marc Le Fur qui mènera la bataille des prochaines élections régionales pour l'UMP. Oui, Pauline, il ne faut pas sous-estimer le traumatisme que c'est, le tremblement de terre que c'est. Politiquement, il faut se rappeler que c'est Charles Josselin, qui avait été élu député en 1973, qui avait battu René Pleven, une figure majeure de la 4e République, ministre de De Gaulle, puis de Pompidou, fondateur du Célib, donc un acteur aussi de la reconstruction bretonne. Donc c'est 4 décennies pratiquement de pouvoir de gauche en Côtes-d'Armor. Ça a été quelque chose d'extrêmement important, sans doute une certaine usure aussi qui explique le résultat d'hier. Et finalement, objectif pour tous désormais, les élections régionales en décembre prochain. Tout à fait, les 6 et 13 décembre prochains, ce sont les élections régionales. On a entendu dans l'intervention de Marc Le Fur le petit tacle à Jean-Yves Le Drian en disant que c'était une génération dont il faisait partie aussi qui passait la main, dont on ne sait toujours pas d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, s'il sera dans la bagarre ou pas. Voilà, les paris sont ouverts. Ça va être le grand rendez-vous. Marc Le Fur y part certainement renforcé par ce basculement des Côtes-d'Armor d'hier. Merci beaucoup Olivier. Dans l'actualité, également des parcours du cœur avaient lieu partout en France ce week-end. Une opération pour sensibiliser le grand public aux maladies cardiovasculaires. À Brest, le village du cœur a attiré 1000 visiteurs malgré la météo exécrable. Retour sur cette journée avec Frédéric Lorenzon. Départ dans la grisaille pour ces sportifs du dimanche, une course de 6 km pour la bonne cause. Ces amateurs de course à pied participent au parcours du cœur organisé par la Fédération française de cardiologie. Donc on vient malgré la météo et voilà, on fait un geste pour l'association. Je marche tous les dimanches matin avec mon club en marche nordique et c'est un plaisir. Et pourquoi ce matin particulièrement? Particulièrement parce qu'un membre de ma famille très proche est concerné par cette maladie du cœur. Les maladies cardiovasculaires provoquent 50 000 infarctus en France chaque année. Et sur ces 50 000, on ne sauve que 3 ou 5% de vie. Pourquoi? Parce que les personnes, les témoins d'un arrêt cardiaque ne font pas grand-chose. Il faut se dépêcher. Chaque minute de perdu, c'est 10% de vie en moins. La Croix-Rouge a donc fait des démonstrations de massage, mais avant d'arriver à ces extrêmes, il y a la prévention. Un suivi régulier, comme prendre sa tension, mais aussi vérifier son alimentation. Et 0 cigarette, 5 fruits et légumes par jour et 30 minutes d'activité physique pour les adultes, 60 minutes pour les jeunes, pour les plus jeunes. Et puis certains ont un cœur fragile dès la naissance. Il faut alors adapter sa vie. C'est le cas d'Aude, 23 ans.
Atteinte d'une cardiopathie congénitale, elle porte un pacemaker depuis ses 14 ans. J'ai un suivi tous les 6 mois à Paris puis à Brest aussi. On mène une vie quasi normale dans le sens où on étudie, on a un travail, mais il faudra aménager son rythme de vie pour être le moins fatigué possible, se reposer. Parfois l'activité physique peut être limitée, voire totalement proscrite. Ce dimanche, les participants à cette 40e édition des Parcours du Cœur ont démontré que soigner son cœur permet d'envisager la vie de manière zen. Allez, on reste dans l'effort et on passe à l'instant sport. Et Ludovic, on démarre sur les chapeaux de roue avec le Grand Prix Bousquet. Et c'est la sensation du week-end, Pauline, la victoire d'un coureur de la formation brestoise du Big 2000, samedi à l'Andivisio lors de la 40e édition du Grand Prix Gilbert Bousquet. Franck Bonamour s'est imposé sur l'une des épreuves reines de la saison en Bretagne, épreuve qui était inscrite au calendrier de la Coupe de France de Division Nationale 1 cette année, ce qui veut dire que les meilleurs amateurs français étaient réunis ce week-end. Un parcours de 163 km, difficile, exigeant et vraiment une très belle victoire de Franck Bonamour qui est parvenu à combler son retard sur le coureur de Sojason Espoir, Fabrice Seigneur, dans les derniers kilomètres. C'est une course qu'il avait ciblée, c'est déjà sa 3e victoire de la saison et il y avait énormément de joie, on le voit sur ces images, dans les rangs de son équipe samedi après-midi sur la ligne d'arrivée. Franck Bonamour, un des grands espoirs du cyclisme breton, faut-il le rappeler, sacré champion d'Europe sur route il y a 3 ans et donc promis un bel avenir. Il est d'ailleurs l'invité d'Hervé Hugo cette semaine dans l'émission Multisport. Et puis du basket avec la défaite des Léonards ce samedi. Et on parle de Ligue 2 féminine avec le Léon Trégor Basket qui recevait Roche-Vendée samedi soir en direct sur notre antenne. On attendait un exploit des Finistériennes face au 2e du championnat. Eh bien, il n'a pas eu lieu. Victoire sans trembler de la Roche-sur-Yon 68-50 sur le parquet de Landerneau. Le LTB qui a pourtant bien résisté durant le premier quart-temps avant de plier au fil des minutes face à une équipe de Roche-Vendée supérieure à tous les niveaux. Au classement, le LTB perd une place et glisse au 8e rang. Il ne reste plus que 4 journées de championnat, mais le maintien est d'ores et déjà assuré pour les Finistériennes que l'on retrouvera donc la saison prochaine en Ligue 2 féminine. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et la saison se termine pour le Brest-Bretagne handball. Il ne reste que 4 journées effectivement et avant la fin du championnat de Division 2 et le Brest-Bretagne handball recevait l'équipe de Saint-Maur. C'était dimanche à la Brest Arena. Une première période assez fermée malgré de nombreux échecs au tir, 7 partout à la pause. Par contre, en seconde mi-temps, les Brestoises ont fait exploser la défense de Saint-Maur. Victoire 24-20 à 15 des joueuses de Laurent Bezeau, toujours 2e derrière Besançon. On rappelle que seule l'équipe classée première accédera en Division 1 la saison prochaine. Et la saison n'est pas terminée, qu'on pense déjà à la suivante. Pas moins de 4 joueuses ont déjà donné leur accord pour rejoindre les rangs brestois la saison prochaine. Et elles auront pour objectif, cette fois-ci, d'aller en Division 1. Merci beaucoup, Ludovic. Merci, Pauline. Alors, rien à voir, mais est-ce que vous saviez que jusqu'au 5 avril, c'est la semaine du breton ? Absolument pas. Eh bien, vous allez en savoir plus sur le sujet. C'est justement l'occasion de faire le point sur l'usage de cette langue régionale, qui l'apprend, qui le parle, quelles sont les professions qui l'utilisent. Alors, Philippe Jacquès, vous êtes donc directeur de l'Office public de la langue bretonne à Carré. Et Claudie Malnoé, vous êtes la directrice de Stumdi, un organisme qui propose des cours de breton pour adultes. Alors, selon une étude qui date de 2007, un peu moins de 200 000 personnes parleraient couramment breton. C'est vrai que cette étude est un peu ancienne. Est-ce que, Philippe Jacquès, est-ce que la tendance est plutôt une augmentation des britophones ? Alors, on a 2 tendances contraires. On a d'une part une population assez âgée qui continue donc de diminuer, mais d'un autre côté, avec le développement de l'enseignement bilingue depuis la fin des années 70, on a de plus en plus de jeunes qui parlent breton. Donc, c'est vrai que globalement, les chiffres vont encore continuer à descendre. C'est un peu mathématique sur les 15-20 ans qui viennent. Mais d'un autre côté, ce qui est vraiment le plus intéressant et très positif, c'est d'avoir aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui parlent breton. Donc, les jeunes générations remontent. En fait. Là, on parle de milliers de jeunes en Bretagne, c'est énorme. Alors, par contre, ils l'apprennent à l'école, mais pour que ça perdure, est-ce que certains de ces élèves ont envie de parler breton dans leur profession, dans leur métier ?
Alors ça sera à eux de le décider plus tard, quand ils seront grands, mais c'est bien sûr. Donc oui, effectivement, à partir du moment où on est bilingue et on se débrouille dans une société, dans une langue ou dans une autre, et puis il y a l'attachement à la langue, à sa terre, le fait d'être breton. Donc moi, je suis tout à fait confiant sur l'usage que feront ces jeunes plus tard de leur langue. Claudie Malnoé, qui sont les adultes qui prennent des cours de breton dans votre organisme Stumdi? Alors la plupart, ce sont des demandeurs d'emploi qui sont en reconversion professionnelle et qui ont appris que grâce à la langue bretonne, ils vont pouvoir accéder à un emploi en langue bretonne. Les besoins étant un petit peu différents. Alors justement, quel type d'emploi on peut trouver en langue bretonne? Ça se passe en Bretagne? Bien sûr, déjà, ça se passe en Bretagne. Donc une grande moitié, ça va être tous les métiers de l'enseignement, soit en primaire, soit en secondaire. Également, il y a beaucoup de métiers qui émergent. Alors ça va aller de la petite enfance dans les crèches, aux personnes âgées, dans les EHPAD ou dans les maisons de retraite, mais également beaucoup de métiers comme l'audiovisuel, le journalisme, l'édition, l'animation. En fait, toutes sortes de métiers maintenant sont accessibles en langue bretonne. Alors, Stumdi intervient aussi directement en entreprise, vous faites des formations en entreprise. Oui. Pourquoi les entreprises bretonnes ont-elles besoin de salariés qui parlent breton? Eh bien, de plus en plus, les entreprises se rendent compte que le fait d'embaucher un salarié qui a une compétence langue bretonne peut apporter un plus. Ça peut aller de la signalétique dans un commerce, par exemple, qui peut attirer les parents ou les élèves des écoles bilingues ou d'Iwan, mais également, par exemple, dans une entreprise, dans une mairie, par exemple, une collectivité, ça va être intéressant de pouvoir accueillir un certain public en langue bretonne et de faire toute l'administration en bilingue. Est-ce que justement ça donne une dimension moderne à cette langue et ça la sort du côté folklorique, le fait que ce soit vraiment dans l'économie, dans les entreprises? Ah oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, on se rend compte en fait que déjà les 2/3 de nos stagiaires ne connaissent absolument pas le breton au départ. Ce qui est intéressant, ça veut dire qu'ils savent que la langue bretonne sera un plus et ils ne sont pas issus d'un milieu dit bretonnant. Donc on voit que ça touche une grande partie de la population, mais en plus ça redonne ses lettres de noblesse à la langue bretonne, puisque lorsque l'on voit sur une offre d'emploi breton souhaité ou breton exigé, il est évident qu'au même titre que l'anglais ou d'autres langues, la langue bretonne est utile dans le monde du travail. Un adulte qui débute un stage chez vous, il lui faut combien de temps à peu près? Vraiment, s'il ne parle pas un mot de breton, qu'il découvre la langue, en combien de temps il peut tenir une conversation? On va dire, déjà la formation va durer 6 mois, c'est très intensif, c'est 35 heures par semaine et c'est 840 heures sur 6 mois. Donc il va commencer à tenir une conversation très vite, c'est du plein temps, c'est de l'immersion complète. Voilà, donc très très vite, en quelques jours, il va pouvoir commencer à échanger et on l'encourage à ne parler qu'en breton, le plus rapidement possible pour vraiment devenir bilingue, avoir le déclic et être capable de sortir les phrases en breton le plus rapidement possible. Philippe, est-ce que c'est une langue difficile, la langue bretonne, on voit que c'est facile de l'apprendre, mais est-ce qu'il y a des irrégularités par rapport au français? Très régulière par rapport au français, qui lui, au contraire, est plutôt une langue avec beaucoup d'irrégularités. Donc, difficile, oui et non, selon toutes les langues. C'est une langue indo-européenne comme le français, donc on n'est pas perdu, c'est pas comme le chinois. Maintenant, c'est une langue qui n'est pas une langue latine, donc il y a ses spécificités grammaticales, et donc comme toutes les langues, ça nécessite un petit effort, mais qui n'est pas du tout insurmontable quand on est motivé. Où est-ce qu'on parle le breton quand on ne le parle pas dans son travail, quand on l'a appris à l'école et qu'on a envie de le parler avec d'autres? C'est quoi, des associations, des clubs de loisirs? Oui, alors en famille, avec des amis, effectivement, le monde associatif se développe de plus en plus. On a l'occasion de retrouver le breton de plus en plus autour de nous, puisque la signalisation bilingue se développe très régulièrement. Donc après, c'est un petit peu à chacun de se faire son petit réseau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, c'est vraiment le développement de l'emploi de la langue sur le monde du travail, de plus en plus parmi les gens qui l'apprennent, oui. La semaine de la langue bretonne, c'est justement d'éclairer aussi sur toutes ces entreprises et ces lieux d'échange autour du breton que vous proposez, parce qu'il y a même du golf en breton, je voyais pendant cette semaine. C'est quand même pas, il n'y a pas que les sports football gaélique ou bourrène et autres sports celtiques. Donc le forum des métiers, on va noter la date, c'est le 2 avril à Landerneau, c'est donc organisé par Stumdi. C'est gratuit? C'est gratuit, voilà, c'est tout à fait ouvert à tous. Et donc du golf, du football, du théâtre, de la musique, toutes ces activités-là en breton. Durant la semaine du breton, vous retrouvez toutes les informations en vous connectant sur le site www.tiarbro.org/slb.
Voilà, ça va peut-être vous donner envie, je ne sais pas, Olivier. Tout à fait. Alors 35 heures, ça sera peut-être compliqué pendant 6 mois, mais on peut peut-être aussi faire des stages un tout petit peu plus. Il y a des stages plus courts, oui, bien sûr. Ou mieux répartis dans le temps pour. Oui, tout à fait. Adaptés aux salariés, tout à fait. Ludovic. Matré. Pourquoi pas. Tenté par l'apprentissage du breton. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Un coup de cœur sur la programmation, s'il y a une chose avant de se quitter à ne pas manquer pendant cette semaine du breton. Le Forum des métiers, bien sûr, oui. Déjà par curiosité. Évidemment, et vous, Philippe, un événement. Il y a beaucoup de choses organisées partout en Bretagne, par toutes les ententes de pays. Véritablement, il y a énormément de choses. Oui, ça serait vraiment très difficile. On peut cultiver son breton en écoutant, en regardant TBO aussi. Aussi, merci de le rappeler. C'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup, en tous les cas, avocat, d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Kenavo.